Bonjour Émilie. Bonjour Mélanie. Alors Émilie, tu as 38 ans C'est ça, et surtout tu es nomade. oui, Tu as décidé de voyager toute ta vie. exactement. Et donc ça fait combien de temps que tu voyages? Eh ben, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que tu as pris la décision que tu serais tout le temps en vadrouille. Ah non, pas du tout. En fait, Ah. il y a 10 ans, je suis partie faire un tour du monde d'1 an. Donc, j'avais pas du tout pris cette décision. Je m'étais dit, je fais le tour du monde pendant 1 an. J'ai mis des sous de côté et j'ai fait un tour du monde backpacker, un peu comme tout le monde, qui fait un tour du monde d'1 an, quoi. Et au bout d'1 an, je suis rentrée et je suis restée 1 an à Paris en pensant reprendre une vie normale, en fait. Et je me suis rendu compte que ça m'a pas convenu. Et Alors, normal, bon, c'est... Disons que moi, j'ai fait des études de cinéma, donc je voulais travailler dans le cinéma et être actrice, etc. Et en fin de compte, j'ai laissé tomber parce que en fait, la vie à Paris, ça me convenait pas trop. J'ai pas réussi à me réadapter à l'hiver, vu que j'avais passé 1 an autour du monde à suivre l'été. Donc, ça m'a un peu déprimé l'hiver, etc. Et du coup, je suis repartie, en fait, 1 an plus tard. Et c'est quand même plusieurs années après que j'ai commencé un blog de voyage. Et je me suis dit, bah, une fois que j'ai réussi à gagner ma vie sur Internet, je me suis dit, bah ouais, moi j'ai envie de voyager toute ma vie. Mais donc il y a 10 ans, en fait, tu as fait ton tour du monde, tu es Voilà. revenue, tu es resté 1 an à Paris. Ouais. Là, tu avais un appart. Non, j'étais chez mes parents. D'accord, tu n'avais pas repris d'appart après ton tour du monde. Non, bah, j'avais plus d'argent. Quand je suis rentrée de tour du monde, j'avais plus d'argent. Et quand tu es partie faire ton tour du monde il y a 10 ans, Ouais. c'était suite à quelque chose ou tu avais juste envie de voir du pays, tu avais envie de voyager ou... Ah, c'était un rêve depuis longtemps. D'accord. Vraiment, en fait, le tour du monde, un copain m'en avait parlé pendant mes études. Donc, je m'étais dit, tiens, quand j'aurai fini mes études et que j'aurai trouvé l'homme de ma vie, je ferai le tour du monde. Et en fin de compte, j'ai eu un copain pendant 1 an et demi en Allemagne. J'ai vécu en Allemagne et je n'arrêtais pas de lui en parler. Je m'étais dit, tiens, j'ai vraiment envie de partir faire le tour du monde. Et puis, ça collait pas. Et quand ça s'est terminé avec le mec, en fait, je suis rentrée à Paris chez mes parents et je me suis dit, bah là, c'est parfait. J'ai un peu d'argent de côté, j'ai le temps, j'ai pas de boulot, j'ai pas d'appart, j'ai rien en fait. Donc moi, je suis pas le cas classique. On dit toujours, ah, t'as tout quitté pour faire le tour du monde. Pas du tout, j'avais rien à quitter. Donc t'as toujours vécu soit chez tes parents, soit avec ton copain, mais t'as jamais eu ton propre appart à toi toute seule ou que t'as dû vendre tes meubles. Non, jamais. C'est vrai que ça enlève déjà un gros poids. Ouais, pour ça enlève se lancer. déjà un gros poids. Donc c'est vrai que quand les gens disent, ah, t'as tout quitté pour partir faire le tour du monde, c'est vachement courageux. Pas du tout. En fait, moi, je suis partie faire le tour du monde parce que bah, j'avais rien à quitter, quoi. C'était Donc là, actuellement, tu rentres à peu près combien de temps en France par an? 1 mois. Maxi. Maxi 2. Minimum 1 mois, maxi 2 mois. Entre 1 et 2 mois par an. Cette année, c'est 1 mois, ouais. Et ça te manque jamais de... Il n'y a pas des moments où tu te dis, tiens, là, j'aimerais bien être avec ma famille, avec mes potes de France ou... Non, pas du tout. C'est vraiment... Ouais, non, parce que c'est souvent des questions que peuvent avoir les gens nomades, voyageurs. Mais toi, vraiment, pour le coup... Ouais, bah, je pense qu'il y a des gens, si justement ça leur manque, ils sont toujours un peu entre... Ils hésitent, ils aiment bien être nomades, mais leur famille leur manque, ou leurs amis. Après, c'est vrai que moi, la plupart de mes amis sont beaucoup nomades aussi. Donc, Que tu as rencontré à force de voyage. Et... Voilà, Ouais. voilà. Bah, ma meilleure amie Sarah, bah, des fois, on se voit en voyage aussi. Donc, voilà. Bah, mes parents, je les vois quand même 1 mois par an quand je rentre à Paris. Et maintenant, depuis 2 ans, en fait, ils viennent me rendre visite aussi où je voyage, une fois Ça, par c'est an. cool, hein. Donc, ça, c'est cool, voilà. Donc voilà. Non, ça me... Ouais, et du coup, quand tu voyages comme ça, c'est pas trop difficile de s'attacher, d'avoir une vie de couple, même de construire une vie de famille? Est-ce que c'est lié? Bah, si, c'est difficile, c'est sûr. Mais en fait, le truc, c'est que moi, ça ne me dit rien. Je suis très heureuse célibataire et sans enfant. Donc, en fait, je trouve que j'ai trouvé la vie qui correspond tout à fait à ma personnalité. Maintenant, si je voulais une vie de couple et des enfants, c'est sûr que ce serait difficile à trouver, à mon avis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile, quoi. Faudrait trouver quelqu'un qui a le même mode de vie ou bien changer de mode de vie, quoi. Donc, c'est pas évident. Alors que quand on est tout seul, bah, tout est simple, en fait. Il n'y a pas des fois où tu laisses un petit morceau de ton cœur? Ah si, des fois, si. J'ai un petit morceau de cœur dans plein de pays. Mais bon, ça fait partie. En fait, je me suis déjà posé la question. C'est vrai que ça met des fois... Je suis déjà tombée amoureuse et je serais bien restée pour un mec. Mais en fait, j'aime plus ma vie que le mec. Ça, c'est bien. Donc, Et c'est la base, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est même si je suis amoureuse du gars et que je serais bien restée là-bas, abandonner ma vie pour être avec lui, ouais, ça ne me convient pas, quoi. Et... Il faudrait qu'il te suive, qu'il soit comme toi. Voilà, mais voilà, ça, c'est pas évident, hein. Oui, parce que toi, visiblement, tu t'attaches souvent à des mecs qui sont sur place, qui Ouais, vivent dans le pays où tu es. c'est vrai que ouais, je suis jamais tombée amoureuse d'un mec qui, justement, est aussi, peut être digital nomade comme moi et qui pourrait voyager et me suivre. Mais... Oui, c'est aussi mon style de voyage, quoi. J'aime bien, c'est ma façon de voyager, de rencontrer des locaux. Je trouve on découvre le pays vachement mieux Et quand ça on est seul, ça etc. t'arrive de rester longtemps dans des destinations, du coup, Ah parce oui, que oui. contrairement à d'autres qui vont faire 1 mois par-ci, 2 semaines par-là ou 3 semaines par-là, toi, tu peux rester jusqu'à 6 mois, voire plus.
Tout à fait, tout à fait. Bah, ça dépend aussi des destinations, hein. Par exemple, j'adore le Brésil. Bon, en plus, c'est tellement grand, j'adore. Donc, on peut y rester 6 mois sans problème. Après, je bouge à l'intérieur du Brésil, quoi. Je reste rarement plus d'un mois dans la même ville. Mais là, j'ai beaucoup adoré Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc, je suis restée un mois dans chaque ville. Mais il y a tellement de choses à voir, à faire que... Et par exemple, j'ai adoré Moscou et Saint-Pétersbourg, mais je me verrais pas du tout vivre en Russie. Déjà pour le climat, etc. Donc, je trouve que la vie de nomade me convient très bien parce que suivre le climat, c'est être au bon endroit au bon moment, partout, tout le temps. Et du coup, là, dans tout ce que tu as fait depuis 10 ans, tu as des destinations en particulier que tu as vraiment aimé, que tu as vraiment... Ah oui, 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 j'ai mes pays préférés, hein. C'est-à-dire? Alors moi, j'aime beaucoup en général l'Amérique latine. Donc tous les pays d'Amérique latine, parce que le style de vie, le style des gens, etc. Et mon pays préféré, c'est le Brésil. Et je dirais que mon top 5, c'est Brésil, en deuxième, c'est Colombie, Cuba, Nicaragua et Mexique. Ça, c'est vraiment mes pays préférés d'Amérique latine. Et j'aime beaucoup le sud de l'Europe aussi, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Ça, et dans les pays préférés. Dans les pays d'Amérique du Sud, t'as jamais eu de problème, de gros problèmes en tant que femme seule qui voyage? Non, pas du tout. Alors, ça veut pas dire que c'est pas dangereux quand même, hein. Faut quand même faire attention. Après, le fait d'être une femme ne change rien, je pense. Le fait d'être seule un peu, parce que quand on est deux, on peut garder les affaires des autres. Faut être plus au niveau des vols que des agressions physiques. Voilà, c'est beaucoup plus au niveau des vols, exactement. Au niveau des vols, alors le vol peut être une agression physique, quoi. Oui. C'est pour ça, faut faire très attention en Amérique du Sud. Moi, je conseille que si on se fait agresser, on donne ce qu'on a et ce qu'on nous demande. Surtout pas se battre pour garder son appareil photo ou son téléphone portable, hein, ça vaut pas le coup. Mais je pense que le fait d'être une femme, c'est bon. Il n'y a pas des fois où tu t'es retrouvée super malade quelque part toute seule et là tu t'es dit j'aimerais bien être avec quelqu'un ou j'aurais bien aimé ne pas être solo à ce moment-là? Non, parce que alors j'ai vraiment beaucoup de chance, je suis en très bonne santé et je tombe jamais malade. T'as jamais la tourista? Ah si, un peu la tourista, mais enfin, franchement, en 10 ans de voyage, j'ai eu 2 fois où j'ai passé 24 heures au lit parce que justement trop la tourista, trop mal au ventre. Et c'est tout en fait. 2 ou 3 fois. Donc bon, bah, j'ai passé une journée au lit, j'ai pas pu visiter, et c'est tout. Mais c'est pas pour ça que je me suis dit, ah, j'aimerais bien être avec quelqu'un. Des fois où je me dis, j'aimerais bien être avec quelqu'un, c'est plus les endroits ennuyeux où personne nous parle et qu'on parle pas la langue et qu'on se dit, ah, on a personne avec qui communiquer. Puis des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien avoir un mec pour porter ma valise. Mais bon. Juste porter une valise. La Après, il y a blague. des pays où on peut payer quelqu'un. Oui, c'est ça. Mais il y a des fois, on est toute seule et on est là, ah là là, monter tous ces escaliers avec la valise et tout. Mais bon, non, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance et j'ai vraiment pas eu de problème de santé en fait pendant tous mes voyages, quoi. Et Donc, tu décides comment tes prochaines destinations en général? Qu'est-ce qui fait que tu vas aller passer 6 mois là? Bon, souvent apparemment c'est le soleil. Voilà, donc le soleil évidemment. Donc c'est vrai que par exemple j'aime bien l'Europe, donc plus l'été. Et puis l'hiver, bah, je pars forcément sous les tropiques. Donc ça peut être plutôt l'Asie ou l'Amérique latine. Moi j'aime beaucoup l'Amérique latine, donc je choisis en fonction de ça. Après je choisis aussi beaucoup en fonction des grands événements. Donc là je suis allée en Russie parce que c'était la Coupe du Monde par exemple. Donc, là tu te sens pas seule du tout. Surtout voilà. quand on devient champion du monde. Exactement. Donc là, je n'étais pas du tout seule. Mais une fois que tout le monde est parti, un peu. Ouais. Parce que en plus, j'étais avec ma copine Sarah pendant la Coupe du Monde. Et puis, il y avait plein de latinos. Donc, je parlais espagnol, portugais, etc. Mais une fois que tout le monde est parti, je me suis retrouvée toute seule à Mourmansk, la ville la plus au nord du monde, au nord de la Russie. Et il n'y a que des Russes qui parlent que russe. Ah, bah là, j'étais à 2 doigts de me prendre un vol pour Mykonos. Hein. Donc... voilà, c'était un petit peu dur, mais c'était pas non plus la déprime, quoi. Hein. En plus, c'est très sûr la Russie, donc aucun problème de sécurité. C'est pas dangereux, c'est pas cher, donc on a un bon niveau de vie, quoi. On peut manger au restaurant, etc. Mais parce que du coup, il y a aussi dans les destinations, il y a le budget qui rentre en compte. Il y a aussi le budget, c'est vrai. Tiens, ouais. Maintenant que j'y pense, donc je choisis aussi des destinations pas trop chères parce que je gagne pas beaucoup d'argent avec mon blog. Oui, c'est de ton blog que tu vis. Voilà, je vis de mon blog, mais ça me permet de gagner ma vie pour vivre bien dans des destinations pas trop chères. Oui, parce qu'au final, quand on retire un loyer. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que d'autant par exemple, plus un loyer parisien. C'est ça. En fait, moi, je pourrais pas vivre en France avec ce que je gagne. Ouais. Mais en Russie, par exemple, alors la Russie, c'est un peu particulier parce qu'ils ont eu une grosse chute du rouble récemment. Donc maintenant, c'est très abordable, mais avant, c'était cher, par exemple. Donc ça dépend des pays. Mais par exemple, en Inde, j'ai pu mettre de l'argent de côté. Mais du coup, ça se passe comment au niveau de l'État? Tu payes des impôts. Enfin, non, je pense que tu gagnes pas assez pour payer des impôts. Non, voilà. Ouais, mais du coup, tu es considéré quand même. Ouais, non, tu vis chez tes parents. Du coup, tu es domicilié chez tes parents. Oui, voilà. Au niveau de la France, en fait, je suis domiciliée chez mes parents. Bon, ce qui est vrai, parce que quand je rentre en France, oui, je vais chez mes parents de toute façon. Donc, c'est vrai que si j'ai du courrier qui doit arriver, il arrive chez mes parents.
Forcément, j'ai une carte bleue française, donc elle est domiciliée, ma banque, chez mes parents, etc. Ouais, tout le courrier, tout ce qui est administratif, c'est chez mes parents qui habitent à côté de Paris. Donc, ça, c'est bien pratique, quoi. Mais du coup, ça se fait simplement. Quelqu'un demain qui veut devenir digital nomade, digital nomade, moi, j'aime pas trop le terme. Voilà, t'es blogueuse et t'es nomade. Voilà. Mais donc, c'est vrai que je suis digital nomade parce que c'est être nomade et travailler sur Internet, en fait. Oui. D'où vient le nom, le digital. Du coup, c'est pas compliqué avec les connexions Internet. T'es un peu partout dans le monde, parfois. Quand il y a pas des moments où tu t'es dit, là, je pourrais pas alimenter mon blog pendant 15 jours parce que j'aurais pas de connexion ou Ah bah si, tout à fait. D'ailleurs, je dis toujours, je peux travailler pas n'importe où dans le monde, sauf Cuba. À Cuba, oui. J'ai Cuba, il n'y a pas d'Internet. Donc... Bon, maintenant, il y a un peu, mais clairement pas pour travailler sur Internet. Hein. On peut vérifier ses mails une fois par semaine. Enfin, on peut un peu se connecter, mais franchement, aller travailler à Cuba, là, c'est pas possible. Hein. Ouais, et puis il y a d'autres destinations. Moi, je sais qu'en Inde... Ouais, en Inde, c'est lent. Ouais. C'était très très lent. Moi aussi, à Goa, en Inde, c'était très très lent. Donc, si on doit beaucoup travailler, c'est un peu difficile. Après, si on va en Patagonie, par exemple, il y a des endroits en Bolivie, c'est un peu juste. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des destinations, c'est pas top. Bon, en général, on n'y reste pas trop longtemps, quoi. On ne peut pas se poser dans des destinations comme ça, forcément. Il n'y a pas des populations que tu choques quand ils te voient en tant que femme seule, quand tu racontes un peu ta façon de vivre. Moi, je sais que par exemple, en Inde, il y avait des femmes qui voulaient prier pour moi parce que j'étais pas mariée, que j'avais pas d'enfant. Ça, c'est marrant, si. T'as déjà dû avoir des réflexions comme ça, parce que, même si nous, on est dans des pays européens, occidentaux, c'est pas commun non plus dans la terre entière d'avoir des femmes avec leur sac à dos qui font le tour du monde. Mais même en France, ça choque, hein. Oui. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais en soirée, et c'est vrai que les gens, puis on peut vivre sa vie de son blog, les gens sont très étonnés, et c'est vrai qu'ils ont du mal. Alors, être une femme célibataire, sans enfant, à 38 ans, en France, non, ça choque pas vraiment, quand même. Hein. À Paris, non. Non, mais à Paris, je pense non. qu'en province, ça commence déjà à dire un problème. Peu, mais ils savent que ça existe, quoi. Après, ils disent peut-être qu'on a un problème, mais c'est vrai qu'en Amérique latine, ça choque un peu quand même. Hein. Ça dépend où, mais au Venezuela surtout, enfin... Ah ouais. Puis on m'a déjà dit qu'une femme n'était pas complète quand elle n'avait pas d'enfant. Bon. Oui, ça c'est... Oh mais bon, je les laisse penser ce qu'ils veulent. Hein. Et c'est vrai que les gens, ils sont là... ça dépend parce que aussi je fais plus jeune que mon âge. Donc j'ai 38 ans, mais souvent on me donne 28. Donc la plupart des gens me disent « Ah non, mais t'es jeune, t'as le temps. » Donc voilà. Sauf qu'à un moment donné... Et c'est vrai que de nos jours, ça se fait de plus en plus tard. Donc voilà. Mais biologiquement, au bout d'un moment, si je suis un peu sur la fin... Mais bon, de plus en plus, je crois qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Oui. Qui ne cèdent pas à la pression de la société ou de la famille. D'ailleurs, j'invite les gens à écouter le podcast sur Anne-Charlotte qui veut pas d'enfant et qui le sait depuis l'âge de 14 ans. C'était un petit moment promo. Ok, faudrait que je l'écoute, tiens. Mais... Et puis, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se rendent compte aussi qu'on a une qualité de vie bien meilleure sans enfants. Enfin, si on ne gagne pas beaucoup d'argent, par exemple, ou c'est quand même... D'ailleurs, les gens qui ont des enfants, ils se rendent compte quand même que c'est beaucoup de responsabilités, ça coûte cher, c'est beaucoup d'organisation. Moi, j'entends des copines dire là, les gamins, tant qu'ils sont pas ados ou qu'ils n'ont pas 8-10 ans, on fait pas de grands voyages, ça va être compliqué de les emmener, ça va nous coûter cher en billets d'avion. C'est sûr, donc c'est sûr que quand on fait des enfants, forcément, il faut faire des compromis, pour pas dire sacrifice. ça dépend pour qui, quoi. Mais tu ressens jamais vraiment le besoin de te... Parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent quand je parle avec des gens qui voyagent un peu. C'est le besoin de revenir dans leur nid, en fait, de revenir dans leurs repères, de retrouver leur marque. Il y a un besoin de revenir à... justement, je pense que c'est ce qui distingue vraiment les nomades des sédentaires. Hein. Mais toi, tu n'as jamais vraiment ce besoin de te dire là, j'en ai marre, j'ai envie de rester un peu à la maison ou de... Pas du tout. Après, franchement, je voyage beaucoup plus lentement qu'avant. Donc c'est vrai que quand je voyage quelque part, là, comme je disais, j'ai passé 4 mois en Russie, dont 5 semaines à Saint-Pétersbourg, 1 mois à Moscou. Donc 1 mois, c'est quand même assez posé. Mais quand même, moi je me pose pas beaucoup parce que pendant 1 mois à Moscou, j'allais quand même voir un musée différent tous les jours. Hein. Oui. Donc je suis très intense. Hein, Après, tu pourrais avoir envie de trouver un lieu qui te convient parfaitement et te dire, je sais des suppositions, mais de te poser là et de te dire, là je suis bien. Là j'ai plus envie de j'aime bouger. beaucoup Barcelone et j'y ai déjà pensé. Ah ouais. C'est vrai que si je me posais, ce serait sûrement à Barcelone. Et tu penses, c'est pas le moment, hein, mais tu te dis pas plus tard, si tu te projettes quand tu auras 80, je sais même pas, 65, 70 ans. Oui, tout à fait. C'est possible parce que je me dis qu'après aussi, peut-être le corps va pas suivre. C'est ça, les jet lag. Et... Ouais, voilà. Alors moi, j'ai pas de jet lag parce que je voyage très lentement. Ah oui. Donc le là, bateau, je viens de passer 4 mois en Russie. Il y a 1 heure de décalage et j'étais en Russie. Et là, je pars au Brésil, donc en croisière transatlantique. Donc je vais mettre 12 jours à y arriver.
Ensuite, c'est un peu mon style de voyage en fait. En Europe l'été, ensuite je vais en croisière en Amérique latine. Je reste là-bas plus de 6 mois tout l'hiver et je reviens en croisière transatlantique. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Donc moi, franchement, le jet lag, je connais pas. Ça fait 2 ans que j'en ai pas eu. Donc, c'est bien. Donc pas de jet lag, pas de jet lag. Voilà, quand on voyage lentement comme ça, qu'on suit le cours, quoi, c'est... C'est des bons tips, hein, pour ceux qui stressent de tout ça, même avec l'âge. Hein, parce qu'il y en a qui se mettent à voyager malheureusement un peu plus tard, mais mieux vaut tard que jamais. Tout à fait. Mais oui, c'est une vraie question avec l'âge. Est-ce qu'on se pose tu croises, toi, parfois des femmes seules avec... Bon, c'est une autre génération, mais des gens qui sont des nomades jusqu'à la fin de leur vie? C'est difficile à dire parce que déjà, le concept de digital nomade, c'est un truc nouveau. Oui, mais nomade tout court. Donc, nomade tout court... Quelqu'un qui serait en retraite et qui, jusqu'à la fin de sa vie, a décidé de partir... En tout cas, j'en connais pas. Mais... T'aurais pu en croiser en auberge ou... Ah, ouais, mais je pense que ça va se développer de plus en plus avec notre génération, en fait, quand on sera vieux. Quand on sera vieux, moi, je pense que je serai toujours nomade, plus cool, quoi. Je me ferais peut-être, je sais pas, 6 mois en Espagne l'été, 6 mois au Mexique l'hiver. Oui, parce que moi, j'en connais qui ont des caravanes ou des gros camions où ils dorment dedans et ils vont faire un coup au Maroc pendant 3 mois, un coup... Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est vrai que moi, je voyage aussi assez lentement comme ça, donc... C'est difficile à dire, ça. Oui, tu peux pas savoir où tu seras. Pas savoir où je serai donc quand je serai vieille, c'est vrai que si j'ai envie d'y aller plus lentement, etc. Mais en tout cas, un truc est sûr, je crois que je pourrais jamais revenir vivre en France à temps complet. Ouais. Supporter l'hiver. Bon, déjà financièrement, mis à part si, je sais pas, je gagne beaucoup de sous bientôt ou quelque chose, je pourrais peut-être payer un loyer. Mais c'est vrai que, c'est difficile. Et en fait, moi, là, maintenant, bien que j'ai 38 ans, parce qu'il y a plein de filles qui sont même plus jeunes que moi, qui ont besoin de se poser, qui ont du mal à bouger comme ça tout le temps. Et moi, j'ai vraiment une pêche d'enfer. Franchement, j'ai 38 ans. J'ai toujours l'impression d'avoir 28, d'avoir 10 ans de moins. Je passe mes soirées en boîte. Et j'ai toujours ce désir de voir le plus de choses et de tout connaître, quoi. Donc, c'est vrai qu'à Moscou, je fais tous les musées. Toute la journée, je marche toute la journée. Je vais voir plein de trucs. Et par exemple, je travaille sur mon blog, mais le soir, je me vois pas me poser dans un café pour travailler sur mon ordinateur toute la journée. Que la plupart des nomades font ça. Oui. Ils travaillent la journée, moi, j'arrive pas à faire ça parce que je veux vraiment voir plein de choses. Et j'ai toujours ce désir et cette soif de découverte qui est intarissable. Donc, je regarde toujours le planisphère et je me dis, l'autre fois, je me disais, tiens, pour faire toute l'Europe, comme je ne voyage que l'été, il va falloir 10 ans. Parce qu'il me faudrait 3 mois pour l'Italie, 3 mois pour l'Espagne, 3 mois pour la Grèce. Alors, évidemment, je peux voyager que 3-4 mois, parce que de juin à septembre. Maxi octobre. Après, c'est l'hiver. Après, c'est l'hiver, donc quand même, voyager en hiver, quoi, c'est tellement... c'est beaucoup moins agréable, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de lumière, etc. Donc en comptant que l'été, l'Europe, pendant les 10 prochaines années, ça va me bloquer tous mes étés, quoi. Parce que j'aime bien connaître, quoi. Je veux dire, si je vais en Grèce, une année, j'ai passé 3 mois en Grèce. J'ai fait les îles des Cyclades. Donc, les îles des Cyclades, il y en a 12. Ouais. Non, il y en a beaucoup plus, mais j'en ai fait 12. Donc, et à chaque fois, 5-6 jours sur chaque île. Donc, voilà, ça prend beaucoup de temps, quoi. Donc, tu prends vraiment le temps de t'imprégner de l'endroit, de rencontrer un peu des locaux. Non, puis en fait, comme j'ai un blog, par exemple, si je vais sur une île, il faut 5-6 jours, j'aime bien tout visiter. Donc, je vais visiter les ruines, je vais tester des restos, je vais voir les plages, pour donner ensuite, écrire un article de blog complet sur tout ce qu'il y a à voir sur l'île. Où t'es pas forcément invité, ou t'es pas forcément... Ah non, je suis pas Au invitée. contraire, majoritairement, t'es pas invité. Je suis pas invitée, ouais. Non, moi, je fais mes voyages toute seule et... En fait, je gagne ma vie de mon blog, mais via le blog lui-même, en fait. Oui, parce qu'il y a quand même des blogueurs voyage qui sont payés pour aller à une destination. Voilà. Alors parce moi, c'est c'est vrai que beaucoup de gens ignorent ça. souvent. Oui. Non, je pense que beaucoup de gens pensent que justement que les blogueurs voyage, qui gagnent leur vie, c'est comme ça. Ils sont payés pour voyager. Oui. Donc toujours, on me dit, t'es payé pour voyager? Je dis non, pas du tout. Je suis payé pour écrire mon blog et avec cet argent, je voyage. Ce qui est tout à fait différent. Ouais. Parce que jamais on m'a payé pour aller quelque part. Jamais. Non. Ah ouais. J'ai déjà été invitée en blog trip gratuitement, mais jamais j'ai été payée pour aller quelque part ou parler de quelque chose. Que moi, dans mon entourage, les gens sont plus surpris d'apprendre qu'en plus que les gens soient invités avec billets d'avion, hôtel, repas, etc., soit en plus payés. Après, il y a tout le débat de le temps passé, qui passe à voyager, il ne le passe pas à faire autre chose comme travail. Ouais. Donc, je connais le débat sur le côté... voilà. Après, effectivement, ça enlève peut-être un peu d'objectivité sur le... Je pense aussi, sur le rendu, sur le fait que là on a été payé pendant une semaine pour parler de... Voilà. Tout le monde n'est pas égaux face à ça, donc c'était juste la parenthèse exactement. Voyage. Tout à fait, rémunéré. Ouais. Puis c'est vrai que non, puis en plus, le coût,
l'objectivité, etc. Mais surtout, de toute façon, ils choisissent pas la destination. Quand ils sont payés pour aller à tel endroit, faut qu'ils aillent à tel endroit. Moi, je décide toujours où je vais. Après, ils ont le droit de refuser. Si on leur dit tu vas à Tombouctou pendant 2 mois pour 3 000 €, ils ont le droit de dire non, moi ça me dit pas cette destination. Voilà. Après, c'est tentant d'accepter. Voilà, c'est ça. C'est toujours la question. Est-ce qu'on veut l'argent ou pas? Mais non, c'est vrai que moi ça m'intéresse pas. J'ai vraiment mais c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour avoir la liberté de faire ce que je veux quand je veux. Donc ça me semble. C'est vrai que si j'ai pas envie d'aller. Par exemple, souvent on est invité dans des pays riches forcément, donc voilà, on est plus payé pour aller en Allemagne ou en Suisse qu'au Brésil, parce que le Brésil est en crise, mais moi j'ai envie d'aller au Brésil, donc je vais au Brésil. Je préfère aller au Brésil et ne pas être payé qu'aller en Allemagne payé, par exemple. Même si j'aime bien l'Allemagne quand même, je veux pas. Si nos auditeurs nous écoutent. Tu as vécu donc. Justement. Mais il y a des destinations là depuis 10 ans que tu rêves de faire encore, ou tu as à peu près fait toutes celles que tu rêvais vraiment de faire? Alors j'ai fait vraiment les principales que je rêvais. Parce que moi, ça a toujours été mon truc. Je garde pas le meilleur pour la fin. Je fais ce que je veux tout de suite. Parce que justement, moi, je me dis toujours, en fait... On n'a qu'une vie et qu'à tout moment... Non seulement on n'a qu'une vie, mais qu'on ne sait pas quand on va mourir. Oui. Ça peut arriver demain. Donc, je me dis toujours, Cuba, j'en rêvais. J'en rêvais depuis longtemps, quoi. Mais c'est un peu cher. Mais alors, quand j'ai eu l'argent pour aller à Cuba, je suis allée à Cuba direct. Et j'étais trop contente. Donc ouais, moi j'ai vraiment fait toutes les destinations qui me faisaient rêver au début, mais déjà quand j'avais 25 ans, j'étais déjà allée en Espagne, en Italie, j'avais fait toutes les ruines, j'adore les civilisations anciennes. Donc j'étais déjà allée en Égypte, à Rome, à Barcelone, donc en Grèce, à Athènes. Donc tout ça je l'ai fait au début, j'avais même pas 25 ans que j'avais déjà voyagé tout là-bas, quoi. Et ensuite, un peu plus tard, l'Amérique du Sud, le Mexique, les ruines du Maya au Mexique, ça c'est pareil, c'est un rêve. Donc moi, les pays qui me font le plus rêver, c'est l'Amérique latine. Je les ai tous visités. Tous les 20 sans exception. Ah ouais? Donc tu peux me dire n'importe quel pays d'Amérique latine, j'y suis allée. Ah bravo. Donc, ouais. C'est pour ça que c'est un peu ma spécialité. Toi, dans les cartes qu'il faut gratter, là, tu peux déjà gratter toute l'Amérique du Sud. Alors l'Amérique du Sud, il me manque le Guyana et le Suriname. D'accord. Mais ce n'est pas l'Amérique latine. Oui, désolée. Moi, dans ma tête, je pense à l'Amérique du Sud, mais oui. Voilà, dans l'Amérique latine, c'est du Mexique à l'Argentine, donc l'Amérique centrale, et aussi par exemple Cuba de République dominicaine, qui sont les Caraïbes. Mais par exemple, Haïti ne fait pas partie de l'Amérique latine. Mais c'est l'Amérique du Sud. Voilà. Non, c'est l'Amérique, c'est les Caraïbes. Mais ça fait pas partie de l'Amérique du Sud non plus? Non. D'accord. Donc voilà, l'Amérique latine, c'est les pays latins, en fait, tout simplement, qui sont en Amérique. D'accord. Donc les pays de culture latino en Amérique. Tu les as tous faits. Voilà, je les ai tous faits. Mais Guyana, Suriname, je vais y aller l'année prochaine. Donc comme ça, j'aurai fait toute l'Amérique du Sud. Et Guyane française, par exemple. C'est la France, mais pas c'est l'Amérique du Sud, la France, mais pas l'Amérique latine. Donc t'as pas fait la Guyane encore? Pas encore. Mais j'ai prévu. Ça peut être cool. Je vais y aller bientôt. En fait, là, j'ai prévu d'aller pendant plus de 6 mois au Brésil. Donc, il faut sortir du pays parce qu'on n'a que 90 jours. Donc, il faut sortir pour revenir et avoir à nouveau 90 jours. Donc, j'ai l'intention justement de faire ces pays-là, d'en profiter et me faire un tampon et aller visiter les pays qui me manquent, quoi. Donc, voilà, ça, c'est mes destinations de prédilection. Mais t'as pas prévu de faire un truc sur l'Antarctique, de faire un truc... Alors, le problème de l'Antarctique, c'est très, très cher. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on voit le budget d'une croisière en Antarctique, c'est 6 mois de voyage au Brésil, par exemple. Ouais. Donc, moi, je me dis 2 semaines en Antarctique ou 6 mois au Brésil. Toi qui n'aimes pas le froid, déjà. Voilà, c'est vrai que j'aime pas le froid. Et en fait, moi, ce que j'aime le plus dans mes voyages, mes voyages sont très orientés par rapport aux gens. Donc, c'est pour ça que j'adore l'Amérique latine, parce que je trouve que c'est les gens les plus sympas du monde. En Antarctique, il n'y a personne. Donc... c'est comme aller dans le désert. C'est là où tu te rends compte. Il y a les pingouins, quoi. Tu préfères du coup voyager solo ou avec quelqu'un, parce que tu vas plus vers les gens. Si toi t'aimes bien aller dans les pays latins, c'est que les gens viennent vers toi et tu te sens pas seul. En fait, t'es jamais seul. Et moi, j'aime bien voyager solo. Et j'aime bien les pays latins aussi parce que je trouve que pour voyager, parler la langue, c'est très important. Et je parle parfaitement espagnol et portugais. Mais ça, t'as appris à force de voyager? Alors, l'espagnol, non, je l'ai appris à l'école, comme tout le monde. Non, anglais, espagnol. Moi, j'ai fait allemand, anglais. Ah, voilà, il y a des gens qui font allemand, mais quand même, la majorité font espagnol, non? Donc, moi, j'ai fait anglais-espagnol, donc je les ai appris à l'école. Et dès 18 ans, en fait, je suis partie faire un échange aux États-Unis. Donc, dès que j'avais 18 ans, j'étais parfaitement bilingue, je parlais anglais parfaitement. Et ensuite, j'ai fait Erasmus en Espagne pendant mes études. Donc voilà, à 24 ans, je parlais anglais, j'étais parfaitement trilingue, français, anglais, espagnol. Et maintenant, tu parles? Alors maintenant, je parle portugais. Ça, je l'ai appris en voyageant. Je l'ai appris en voyageant au Brésil. Assez facilement? Ouais, très facilement. J'ai fait l'application Duolingo. Et puis, parler avec des Brésiliens. Et le fait de voyager seul, en effet, on apprend beaucoup plus rapidement la langue.
Surtout qu'au Brésil, ils parlent que portugais, ils parlent pas trop anglais ni espagnol. Donc en faisant Duolingo un peu 10 minutes tous les jours et en parlant avec les Brésiliens, en 2-3 mois, j'ai un niveau de portugais, alors pas aussi bien que l'espagnol et l'anglais que j'ai quand même fait à l'école et que je maîtrise vraiment bien, mais à un niveau conversation courante, quoi. Ouais. Couramment. Et là, si quelqu'un voudrait, une nana, elle veut, une nana ou un homme d'ailleurs, mais partir comme ça, comme toi, avoir un peu une vie comme toi, t'aurais des conseils à donner pour qu'il se lance ou pour qu'il commence bien? Ouais. Alors, c'est vrai que j'aurais des conseils à donner. Moi, je pense que, surtout si on hésite et qu'on veut partir solo, etc., j'ai envie de dire qu'il faudrait commencer par des pays faciles à voyager, quoi. Parce qu'il y a quand même... Il y a des pays pour débutants. Je trouve que quand on part voyager en solo, il y a les pays pour les débutants et les pays pour les confirmés. C'est un peu comme le sport, quoi. Donc, tu mettrais lesquels dans les débutants? Alors, dans les débutants, je mettrais l'Europe du Sud, un peu aller en Espagne. En plus, c'est pas loin, donc je trouve que ça rassurerait. Moi, en fait, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai d'abord voyagé en France. Ensuite, j'ai fait un tour en Europe en bus quand j'étais jeune. Donc, je trouve aller voyager en Espagne, franchement, l'Espagne, c'est sublime. L'Italie, ça fait partie des plus beaux pays du monde pour moi. Et c'est pas loin, bon, si on est en France en tout cas, c'est pas loin, c'est pas trop cher, c'est facile. Si on parle la langue, par exemple l'Espagne, bon, ça aide. Et en cas de pépin aussi, on se sent rassuré parce qu'on peut revenir facilement. Puis c'est l'Europe. Voilà, c'est l'Europe. En cas de pépin, on est tout de suite à Paris. C'est pas comme retraverser l'Atlantique, etc. Ensuite, autre pays pour débutants un peu plus exotique, je dirais l'Asie du Sud-Est. Mais qui craint pas. Voilà, et qui est pas dangereux. La Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge. Ça, c'est vraiment la Thaïlande, c'est très facile. C'est trop facile de voyager là-bas. Tout est bien organisé. C'est pas cher. Il y a des agences de voyage partout, c'est pas cher, la bouffe est bonne, les gens sont souriants. Je suis allée 6 fois en Thaïlande, moi. Ah oui. À chaque fois un mois. Donc je connais bien la Thaïlande, que ce soit le nord, le sud, il y a tout en plus. Côté culture, il y a la Bangkok, c'est une grande ville, il y a des ruines, il y a de la nature, la montagne, on peut faire de la randonnée, il y a la plage, il y a la fête. Enfin, il y a vraiment tout en fait en Thaïlande. Donc je conseillerais vraiment ça, l'Asie du Sud-Est, c'est facile, c'est sûr, c'est pas cher. Et c'est vrai que je mettrais l'Amérique latine un peu plus quand on est un peu plus confirmé et qu'on a confiance en soi pour voyager seul quand même. Ah ouais? Ouais, moi je commencerais pas par là si c'était la première fois que je partais en voyage en solo, quoi. Parce que c'est quand même un peu dangereux, donc faut faire attention. Voilà, faut avoir un comportement cool et si jamais on se fait agresser, faut donner ce qu'ils nous demandent. Si vous demandez de l'argent ou votre portable. Mais un peu comme à Paris. Hein. Ah non, quand même pas. Non, mais j'exagère. Non, c'est un autre niveau. En fait, souvent, on m'a dit, parce qu'il y en a quand même qui sont morts à pas vouloir donner leur portable là-bas. Ah oui? Ouais. Donc, il y a un truc, en fait, que tu pourras jamais récupérer, c'est ta vie. Donc, si on te demande ton portable ou ton appareil photo, tu le donnes. Et comme ça, si ça peut arriver, parce qu'il y en a qui veulent pas donner leurs affaires et bon, il y a eu des cas, quoi. Donc mais moi, surtout pas. Pour la blague de Paris, moi j'en ai vu dans le métro se faire agresser pour leur portable, ne pas vouloir lâcher le portable. Après, je vais pas faire peur aux gens qui habitent pas Paris, mais et se prendre des coups parce que la nana voulait pas lâcher le portable. Donc tu vois, c'est valable partout. Des coups, en fait. mais pas un coup de couteau. Des coups de pied dans la tête, par terre. Ouais, quoi. voilà, mais là, c'est une balle dans la tête ou un couteau dans le ventre. Ouais, donc c'est pas pareil. Mais bon. Voilà, c'est ça. C'est dans le sens où, je veux dire, à tout niveau, faut mieux perdre son portable, même s'il vaut 1000 euros, que de perdre la vie. Voilà, c'est clair. Dans parce que tous les endroits. Là-bas, il y a beaucoup de gens armés quand même. En France, on va peut-être se battre. Mais pareil, une bagarre qui finit mal en France, ils se tapent sur la gueule, on a beaucoup de bleus. Bon, ça peut finir très mal, mais là-bas, c'est quand même plus vite d'avoir sorti un couteau ou un flingue, parce qu'ils ont plus d'accès aux armes, etc. Donc ouais, faut pas aller... Et c'est pour ça qu'aussi, pour les hommes, ça peut être un peu dangereux. Il y en a qui se sont fait buter parce qu'ils ont couché avec la nana d'un dealer de drogue, par exemple. Donc faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Alors pour une fille, du coup, c'est plus safe. Il n'y a pas ce problème. À part si... peut-être que les femmes, elles se laisseraient pas faire si tu piquais leur mec. Hein. Ouais, mais en général, si c'est le dealer de drogue qui couche avec toi, la copine, elle va pas te poser de problème. Hein. Donc ouais, enfin bon, c'est un peu extrême quand même, mais bon. Et du coup, pour faire des rencontres, tu utilises un peu les applis parfois en voyage, Tinder, tout ça? Ouais, ça m'arrive. Alors ça dépend des pays. En Amérique latine, franchement, j'utilise pas, c'est pas la peine. Oui, il paraît que ça vient. Il suffit de sortir dans la rue. Ou dans une fête quelconque. Peu importe, même vraiment partout, l'Amérique latine, c'est des chauds lapins. Donc on se fait beaucoup draguer en Amérique latine. En tant que femme, beaucoup draguer. En Russie, beaucoup moins?
En Russie, pas du tout. Ah ouais. T'as essayé... Ça marche Tinder en Russie? Alors, j'ai essayé Tinder en Russie. Je déconseille totalement. Parce qu'en fait, j'ai discuté avec quelques gars, mais de toute façon, les Russes ne parlent pas anglais. Donc, sur Tinder, ils utilisent Google Translate. Ah oui. Et donc, il y a un mec, quand je lui ai dit, on va boire une bière, il me dit, non, tu vas t'ennuyer. De toute façon, j'utilise Google Translate, je parle pas un mot d'anglais. Ah ouais. Donc, ça ne sert à rien. Je n'ai rencontré personne avec Tinder en Russie. Il y a des endroits où ça marche particulièrement bien, je pense, les États-Unis. Tinder? Ouais. J'ai pas utilisé aux États-Unis. Ah ouais. Donc je ne sais pas. Je pense que ça marche pas trop mal en France, non? Oui. Après, ça dépend. En Europe, je trouve que c'est pas mal parce que voilà, les gens sont pas trop froids et tout, donc il y a quand même moyen de se rencontrer. Et bon, si on parle la même langue, quoi, c'est plus simple. Après, ça dépend ce qu'on appelle marcher. Voilà. En tout cas, on peut rencontrer des personnes. On peut rencontrer des gens. Voilà. Après, conclure, je sais pas, mais après en Amérique latine, ça marche aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Mais c'est vrai que je trouve ça une perte de temps de discuter sur Internet alors qu'on peut le faire en vrai et que c'est très facile. Mais c'est vrai qu'en Grèce, tiens. En Grèce, Tinder? En Grèce, ça avait bien marché en Grèce, ouais. J'avais utilisé on fait de la pub à Tinder parce que c'est la plus connue au monde. Ouais, mais il y a sûrement d'autres applis locales en fonction d'où on est qui doivent... J'avais utilisé Appen un peu aussi, mais en Grèce, j'avais rencontré des gens grâce à Tinder. Et même des fois, juste, ça m'est arrivé d'utiliser Tinder parce qu'à un endroit, on est un peu seul. Oui. Et j'étais sur une île en Grèce, par exemple, à Milos, où il y a que des couples. Donc, j'avais utilisé Tinder. Et puis, bon, on boit un coup. Et même s'il se passe rien, c'est sympa de ne serait-ce qu'avoir quelqu'un avec qui boire un coup, quoi, tout simplement. Oui, il y a souvent des gens qui font un raccourci Tinder, plan cul, etc. Alors que moi, pareil, en voyage, ça m'est arrivé de me retrouver, de faire une balade en scooter avec un mec. Juste parce qu'on a discuté un peu, on s'est vu, voilà, et puis il m'a dit tu veux faire une balade, on a fait une balade en scooter et basta. Enfin, il y a pas eu de, voilà. C'est vrai que ça peut être un moyen pour les personnes seules qui voyagent de rencontrer des gens. Ouais. J'ai vu une fille aussi qui avait fait un tour en bateau, du coup elle avait dit sur la mer et tout, un tour en voilier pour la journée et puis c'était rien passé. Après ne pas hésiter à être prudente quand même, parce qu'on sait jamais. Oui, c'est clair, on sait jamais. Mais... Ouais. De s'isoler pas trop avec quelqu'un qu'on connaît à peine depuis 2 heures. Mais... Voilà, c'est ça. Donc, il faut quand même faire attention. Mais bon, après, c'est une façon comme une autre de rencontrer quelqu'un. Des fois, on rencontre quelqu'un dans la rue. Tiens, on va faire un tour sur un bateau ou un scooter. Et puis voilà, on se connaît pas depuis plus longtemps. Donc, mais c'est vrai que Tinder, c'est pas... On se connaît pas plus. Moi, je recommanderais, en fait, pour rencontrer des gens, Couchsurfing. Ouais, ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Et ça, je l'ai utilisé donc en Russie notamment. Alors, en fait, c'est des locaux qui hébergent des voyageurs. Mais c'est pas que ça, parce qu'il y a le hangout et les événements. Moi, je le faisais beaucoup à New York. À New York, il y en avait un toutes les semaines et c'était bien. Et ça, je l'ai fait beaucoup à Saint-Pétersbourg et Moscou, parce que j'ai pas utilisé l'hébergement, parce que moi, je voulais être en auberge de jeunesse en plein centre-ville. Alors souvent, ils vous hébergent un peu loin, il faut prendre le métro et tout. En plus, j'avais vraiment les moyens de me payer l'auberge. En Russie, c'est pas cher et je voulais... En plus, je suis restée 1 mois, donc... Puis après, c'est bien pour 3 nuits, quoi. Puis voilà, puis t'embêtes pas des fois l'autre. J'avais envie d'être libre, etc. Mais j'ai beaucoup utilisé le hangout et les meetings. Et il y avait beaucoup de meetings à Moscou, une grande communauté Couchsurfing. Et je me suis fait plein d'amis grâce à Couchsurfing. Beaucoup mieux que Tinder, parce que Tinder, il y a quand même... le mec, il pense forcément au plan cul. Hein. Après, il est respectueux si ça colle pas forcément. Et qu'on fait juste un tour en scooter ou en voilier. Ou qu'on fait juste un coup, c'est cool. Tu te matches mais à la base, c'est quand même le but. Voilà. C'est quand même physiquement, t'as vu une photo, elle te plaît. Alors que Couchsurfing, c'est pas du tout physique. C'est hommes-femmes confondus. C'est vraiment pour boire un coup et voilà, et rencontrer des gens. Donc, c'est beaucoup plus cool à la base. Et puis, il y a des événements où il y a plein de gens. Donc, oui, puis à la base, tu as quand même un lien commun. Si tu es sur le Couchsurfing, c'est que tu as le voyage en commun, quoi. D'ailleurs, moi, c'est la communauté à laquelle je me sens la plus proche, en fait. Même, je me sens plus proche des gens Couchsurfing que Nomade Digital, par exemple. Ouais, vraiment, quand je rencontre des gens Couchsurfing, je trouve qu'on a un truc en commun. Qui n'est pas que le voyage, parce qu'il y a plein de gens qui sont sur Couchsurfing, qui ne voyagent pas beaucoup, qui hébergent juste des gens, parce qu'ils aiment bien discuter de cultures différentes, etc. Ils ne voyagent pas forcément autant. Donc, mais c'est une communauté à laquelle je me sens vraiment très proche. Et à chaque fois que je rencontre des gens Couchsurfing, je trouve toujours des gens à qui ça connecte bien. Ce qui n'est pas le cas sur Tinder ou avec les nomades digitaux, ça dépend. C'est surtout que la différence, c'est que Tinder, tu peux y passer des heures sans que ça aboutisse sur aucune rencontre. Et moi, je trouve que c'est trop une perte de temps, Tinder. Hein. En Russie, j'ai trop perdu mon temps, du coup, j'ai laissé tomber. Alors que les réunions avec les couchsurfers, en fait, là, de toute façon, dans le pire des cas, t'as bu un verre, t'as passé du temps avec des gens. Oh, puis tu peux y aller et partir quand tu veux. Voilà, hein. C'est pas... Voilà, exactement. Donc, il y a des gens, et puis le hangout, pareil, on se donne rendez-vous, et puis après, c'est toujours dans des bars, et puis chacun part quand il veut. Et du ça, il y en a dans toutes les villes de France, du monde. Les grandes villes, c'est plus simple quand même. Hein, parce que les petites villes, ça m'est arrivé de regarder dans les petites villes. Alors, il y a des gens, il y a des membres.
Mais des événements dans les petites villes, il n'y a pas trop. Ouais. Hein. C'est genre plutôt les capitales. En Russie, j'ai fait que Saint-Pétersbourg, Moscou. Déjà, Saint-Pétersbourg, il n'y a qu'un seul événement par semaine. Mais à Moscou, il y en a beaucoup. Mais dans les autres villes, j'ai contacté des membres de Couchsurfing pour aller boire un coup. Donc, je leur ai écrit directement en leur disant, bon, bah, si tu peux m'héberger, c'est cool. Mais si tu peux pas, j'aimerais bien avoir quelqu'un pour aller boire un coup le samedi soir. Et du coup, voilà. Et du coup, il n'y a pas ce truc physique parce que j'écrivais aux gens... En fait, moi, j'écrivais aux gens qui s'étaient connectés le plus récemment. Comme j'écris 2 jours avant d'y aller, donc je m'occupe pas du tout ni si c'est un homme, une femme. Je vois s'ils sont dispo, en fait. Et du coup, j'ai écrit à des gens, et donc il y avait un mec très sympa avec qui j'ai bu un coup le soir, et voilà. Donc ouais, Couchsurfing, je trouve, pour rencontrer des gens en voyage, c'est la meilleure communauté, appli, etc. C'est noté. Selon mon expérience, depuis plus de 10 ans, hein, Couchsurfing, je suis membre depuis 2005. Oui, donc tu sais de quoi tu parles. Voilà. Et donc là, c'est quoi le prochain départ ? Et bien là, je pars vendredi, donc dans quelques jours, à Barcelone, pour 2-3 semaines. Et de là, je vais prendre une croisière transatlantique pour le Brésil. Et puis en fait, je vais rester au Brésil tout l'hiver. Donc de décembre jusqu'en juin. C'est un grand hiver. Il y a le printemps au moins dans l'hiver. C'est ça. Mais en fait, d'habitude, je rentre au printemps en Europe. Mais cette année au Brésil, enfin l'année prochaine, il y aura la Copa América de foot en juin. Donc voilà, je vais pas faire un aller-retour en avion pour revenir en Europe entre les deux. Hein. Donc je vais rester jusqu'au mois de juin parce que j'ai envie d'aller à la Copa América. J'ai décidé ça pendant la Coupe du Monde. Le jour où le Brésil a été éliminé, je me suis dit, ah là là, il n'y a plus de latino-américains dans la Coupe du Monde. C'est quand la Copa América, c'est au Brésil, mon pays préféré. Et là, on ne pourra pas éliminer les latino-américains puisqu'il n'y aura que les pays d'Amérique du Sud. Donc, mais ça promet d'être sympa. Ça promet d'être sympa, n'est-ce pas ? Bon voyage. Merci. Merci.